Bonsoir à tous. Donc vous êtes bien calés dans votre fauteuil. Le portable est éteint. La lumière est tamisée. L'atmosphère est douce. Et pourtant, tous ces stimuli sensoriels, vous n'y prêtez plus attention parce que depuis 30 secondes, je suis montée sur scène et vous êtes focalisés sur moi. Que s'est-il passé dans votre esprit ? Qu'est-ce que c'est que cette prise de conscience qui vient de se faire dans votre cerveau ? C'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Alors, la conscience, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre pendant longtemps en philosophie. Mais c'est un sujet qui, en science, ma foi, a longtemps été un peu tabou. Le scientifique qui voulait s'aventurer sur ce sujet, ma foi, était plutôt inconscient. C'est un sujet flou, subjectif, difficile à expérimenter, bref, disqualifié. Et pourtant, depuis une vingtaine d'années, nous avons de vaillants pionniers qui s'y sont mis, grâce notamment au développement de l'imagerie cérébrale. Alors Stanislas Dehaene, que je ne vais peut-être pas représenter parce que Jacques Véron l'a très bien fait, est l'un d'entre eux. Depuis 20 ans maintenant, il travaille sur les processus de la pensée avec son équipe ici à Neurospin. Et il vient d'écrire un livre donc, que je vous montre, Le Code de la conscience, qui est tout à fait fascinant, tout à fait stupéfiant et qui balaie pas mal d'idées reçues. Alors, qu'est-ce que la conscience ? Déjà, il va falloir aborder cette notion extrêmement protéiforme. Et puis aussi se demander, est-ce que la conscience, finalement, est le stade ultime de notre évolution, l'apanage de notre humanité, la condition sine qua non de notre pensée rationnelle et de nos prises de décision ? Ou est-elle, plus modestement, une faculté, ma foi, assez lente, comparée à l'inconscient, un statisticien hors pair, capable de traiter l'information massivement en parallèle ? Où se situe la frontière entre le traitement conscient et le traitement subliminal ? Peut-on réellement être manipulé à notre insu ? Et quels moyens avons-nous finalement pour essayer de détecter ces traces de la conscience dans notre cerveau ? Ce sont quelques-unes des questions, mais il y en aura bien d'autres, que Stanislas va aborder ce soir. Quant à moi, avant de perdre totalement votre attention, je lui laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés ce soir, très nombreux. Effectivement, le sujet de ce soir, c'est la conscience. Et je voulais simplement dire que je ne viens pas de très loin. Je travaille à 5 minutes d'ici, dans le centre Neurospin, que certains d'entre vous voyez peut-être sous cet angle, ces arches qui abritent différentes machines d'imagerie cérébrale. À Neurospin, nous étudions toutes sortes de facultés du cerveau humain, qu'il s'agisse de la perception visuelle, de la lecture, du calcul. Et ce soir, donc, je voudrais vous parler de ces études un peu particulières sur ce que c'est que de prendre conscience d'une information. Je pense que certains d'entre vous venaient peut-être, il y a un sifflement, venaient peut-être à cet exposé avec un certain scepticisme. Est-ce qu'il peut y avoir une science de la conscience ? Est-ce que la science a vraiment une certaine légitimité à parler de ce sujet ? Eh bien, il y a plusieurs raisons d'être sceptique. L'une d'entre elles, c'est que nous pensons à la science comme l'étude des phénomènes objectifs de la nature, une tentative de prise d'objectivité. Et sur ce point, l'idée même d'une science de la conscience peut paraître contradictoire, parce que la conscience est un phénomène éminemment subjectif. Chacun d'entre nous sait qu'il est conscient, mais comment pouvez-vous savoir que quelqu'un d'autre est conscient ? Vous ne pouvez pas avoir accès direct à ces états mentaux. Je pense donc que je suis, mais est-ce que les autres pensent également ? C'est plus difficile à le savoir de façon objective. Également, une source de scepticisme vient du fait que nous avons des intuitions dualistes sur la pensée, liée très certainement à une partie de notre éducation, de notre société, qui comprend de nombreuses idées dualistes, notamment dans le domaine légal, où nous avons cette idée que les personnes peuvent prendre des décisions parfaitement autonomes, déterminées. Dans le domaine religieux également, où nous avons l'idée que peut-être l'âme survit au corps, nous avons donc l'idée que l'esprit appartient à un domaine complètement différent de la matière.
Et c'est une idée qui n'est probablement pas récente du tout, qui est probablement très ancienne et qui peut-être vient de certaines illusions que nous subissons. Par exemple, au fond de la grotte de Lascaux, vous trouvez cette représentation de ce que Michel Jouvet, qui a beaucoup travaillé sur le sommeil, interprète comme une personne qui dort et qui rêve. C'est une des rares représentations de la personne humaine dans le fond de la grotte de Lascaux. Et la raison de penser que cette personne est en train de dormir et de rêver, c'est que, vous voyez, il y a quelque chose qui dépasse ici, qui laisse entendre qu'elle est en sommeil paradoxal. C'est à ce moment-là que se produit une érection chez l'homme. Et à côté de lui, un bison éventré, une lance brisée, et cet oiseau. Et alors, dans toutes les cultures du monde, l'oiseau représente l'âme, l'esprit qui s'envole. Vous voyez, dans le sommeil, alors que nous sommes absolument paralysés, figés, notre corps ne bouge pas, eh bien notre esprit peut s'envoler. Et notre esprit peut partir ailleurs, partir loin, rencontrer d'autres personnes, éventuellement des personnes disparues. Ce phénomène du sommeil, finalement du rêve, a pu inspirer chez nos ancêtres l'idée que l'esprit n'appartenait pas au même domaine que celui du corps. Et en philosophie, c'est évidemment à René Descartes qu'on attribue traditionnellement la formalisation de cette idée du dualisme, l'existence de deux sortes de phénomènes, les phénomènes de l'esprit et les phénomènes de la physique. Je voudrais commencer cette conférence en essayant de corriger un petit peu cette impression d'un Descartes qui aurait ralenti les progrès scientifiques, les progrès des neurosciences. En fait, Descartes était un extraordinaire visionnaire. Je pense que c'était un grand matérialiste en réalité. Et lorsqu'on lit réellement Descartes, on trouve qu'il a tenté de trouver le premier des explications mécanistes à beaucoup des phénomènes de l'esprit. Il écrit la respiration, la veille, le sommeil, la réception de la lumière, des sons, des odeurs, la rétention de ces idées dans la mémoire. Enfin, les mouvements extérieurs de tous les membres suivent naturellement en cette machine de la seule disposition de ses organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou un autre automate de celle de ses contrepoids et de ses roues. C'est difficile d'être plus matérialiste que ça. D'ailleurs, Descartes était très prudent et ne souhaitait pas que ses idées soient publiées de son vivant. Et beaucoup d'entre elles ont été publiées après sa mort. Vous voyez que Descartes avait des idées sur les réseaux de neurones qui sous-tendent l'éveil, le sommeil, la mémoire, comme une sorte d'empreinte dans un tissu. Les réflexes, il a été le premier à décrire une sorte d'arc réflexe. Et s'il était dualiste, c'est parce qu'il était sérieux et qu'il ne voyait pas comment on pouvait expliquer de cette manière mécaniste certains des phénomènes de l'esprit humain, et notamment la flexibilité. Et la flexibilité que nous manifestons, par exemple, dans le domaine du langage. Nous sommes capables d'exprimer des mots infiniment variés pour décrire toutes les situations que nous rencontrons. Et il ne voyait pas comment une machine pouvait agir avec une telle flexibilité. Il était facile de connecter, comme le canard de Vaucanson, un couac avec une certaine stimulation, mais il n'était pas facile de le connecter de façon aussi flexible que ce qui apparaissait dans l'espèce humaine. Alors aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé. Et le problème de la conscience ne paraît plus aussi insurmontable qu'il pouvait paraître à Descartes. D'abord, nous avons connu au XXe siècle l'émergence d'une science de l'informatique. C'est une très grande révolution que l'on peut attribuer à plusieurs personnes, mais dont Alan Turing est une des figures centrales, l'idée que la computation permet de repousser certaines des limites des machines, qu'il est possible d'avoir des machines qui réalisent des opérations flexibles. Et nous avons tous pris l'habitude maintenant de considérer que ça fait partie du faisable, au point que le problème s'est renversé. Et il s'agit maintenant non pas d'expliquer les opérations inconscientes, mais d'expliquer les opérations conscientes elles-mêmes. Et alors vous allez voir aussi aujourd'hui dans cette conférence que nous avons commencé à identifier des phénomènes cérébraux objectifs, des processus subjectifs. C'est là tout l'objet de cette science de la conscience, d'essayer de trouver donc ce que j'appellerais des signatures de la conscience, des phénomènes mesurables dans le cerveau qui nous indiquent qu'une conscience est présente, que la personne a pris conscience de telle ou telle information. Nous verrons à la fin de cet exposé que ces connaissances commencent à être utiles dans le domaine de la clinique. Pour illustrer donc ces différents ingrédients de la science de la conscience, j'ai choisi de vous présenter un certain nombre d'illusions visuelles, et nous allons voir au moins 4 qui vous donneront une idée de la manière dont nous pouvons aujourd'hui en laboratoire manipuler à volonté la conscience de très nombreuses manières. Alors ici, dans cette illusion, vous devez fixer le point central, le point blanc,
Et lorsque vous gardiez vos yeux rivés sur ce point blanc, vous devez ressentir un phénomène un peu particulier. Que deviennent les points jaunes? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Certains disparaissent, clignotent. Parfois, tous les trois disparaissent d'un coup. Ils reviennent soudainement. C'est très tout ou rien, d'ailleurs, on va y revenir. Et puis, chacun d'entre vous, évidemment, subit ce phénomène à des rythmes différents. C'est complètement subjectif. Le stimulus ne change pas. Tout se passe dans votre subjectivité. Mais c'est une illusion de conscience. On peut se demander qu'est-ce qui fait que le point s'efface de votre conscience. On pense qu'il s'agit ici d'un calcul du cerveau qui consiste à dire si quelque chose est constant sur ma rétine, c'est qu'il ne vient pas du monde extérieur, mais c'est peut-être un artefact de ma rétine. Vous voyez, comme les vaisseaux sanguins, qui en fait sont devant les photorécepteurs dans la rétine, qui créent des artefacts et que nous ne voyons pas, parce qu'ils sont absolument fixes. Donc peut-être s'agit-il ici d'un calcul élémentaire du cerveau, mais qui efface certains objets de la conscience. Alors, deuxième illusion, celle du damier, qui illustre l'idée qu'avait déjà énoncé le physicien von Helmholtz dès la fin du XIXe siècle. Le système visuel opère suivant des processus d'inférence inconsciente. Nous ne sommes pas conscients des extraordinaires calculs que réalise notre cerveau à notre insu. Alors regardez ce damier ou cet échiquier, il n'y a pas de doute. Immédiatement, vous le regardez, il y a des cases noires, il y a des cases blanches, il y a clairement un cavalier noir ou gris et un cavalier blanc, tout ceci a l'air parfaitement normal, jusqu'à ce que j'attire votre attention sur le fait que ces deux objets sont exactement du même niveau de gris. J'espère que vous le voyez maintenant, mais si je vous remets le damier initial, ça n'est plus le cas. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, le niveau de gris que vous voyez consciemment est le résultat d'un extraordinaire calcul. Votre cerveau a détecté, vous n'avez peut-être pas vu jusqu'à présent, qu'il y a une ombre sur cet échiquier. Cette ombre, c'est simplement une zone de gris, évidemment, sur votre rétine, mais elle est interprétée comme une ombre parce qu'il y a un objet, le cylindre, qui pourrait la projeter. La lumière vient probablement d'en haut. Et cette ombre, du coup, si on veut voir la vraie couleur des objets qui sont sur l'échiquier, il faut la soustraire. Donc votre cerveau calcule de façon inconsciente que pour obtenir la bonne couleur de l'échiquier, il faut soustraire cette ombre, et du coup cet objet-là doit être nettement plus clair que celui-ci. Mais vous n'avez aucune conscience de tout cela, ça a pris quelques dixièmes de seconde de faire ce calcul. On peut montrer que le cerveau fait des calculs statistiques d'une très grande complexité pour vous donner à voir un monde qui paraît tout simple. Donc, extraordinaire profondeur du traitement inconscient, mais aussi irruption dans la conscience d'un objet simplifié, le résultat de tous ces calculs. Alors, troisième exemple, le masquage. C'est exactement le phénomène que nous utilisons au laboratoire pour faire disparaître à volonté des chiffres, des lettres, des séquences de lettres, des mots, des images même de la conscience. Alors là, je vais basculer dans un autre programme, j'espère que ça va marcher. C'est un programme qu'on a utilisé au laboratoire. J'espère que l'écran va se mettre bien, voilà. Alors, vous devez fixer cette petite croix et vous allez voir apparaître un chiffre sur le côté de l'écran. Et ensuite, après un certain délai de blanc, vous allez voir apparaître un masque constitué de lettres qui entoure ce chiffre. D'accord ? Et on va faire varier l'intervalle entre le chiffre et les lettres, et vous allez voir ce qui se passe avec le chiffre. Alors l'intervalle ici est de 300 millisecondes, et vous voyez clairement le chiffre, puis les lettres. Essayez peut-être de nommer le chiffre pour bien l'identifier. Je crois que vous n'avez aucun mal à le voir ici. 1, 4. Alors on va raccourcir progressivement le délai, et vous allez voir que le chiffre va peut-être devenir difficile à voir. Ici, à 66 millisecondes, il est sans doute juste au seuil. Peut-être certains d'entre vous ne le voyez pas. À 33 millisecondes, est-ce que le chiffre est encore là? Non. En principe, avec un bon projecteur, ça doit marcher. C'est même difficile de croire qu'il y a encore un chiffre. Pourtant, je vous jure, le chiffre est toujours là, il n'y a pas de triche. Le chiffre apparaît sur votre rétine, mais il n'est plus dans votre conscience. Question, jusqu'où va-t-il? Pourquoi est-il interrompu avant d'accéder à la conscience? Voilà. On est toujours sympa avec les sujets qui participent à nos expériences. Où sont passés mes diapos? Je ne sais pas. Les voilà. On va y arriver. Voilà. Quatrième exemple. Pour rendre des événements invisibles, il suffit parfois simplement de distraire l'attention.
Vous n'avez pas forcément besoin de faire grand-chose au stimulus lui-même, mais simplement de faire en sorte que la personne pense à autre chose. Alors, je voulais vous présenter la vidéo du gorille, mais je crois que je l'ai déjà présentée. Beaucoup de gens connaissent la vidéo du gorille. Si vous ne la connaissez pas, faites un petit tour sur YouTube, vous allez la voir. Mais j'ai décidé de vous en présenter une autre. Alors, regardez attentivement cette petite enquête policière qui est assez amusante. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Alors, la question, c'est à quel point vous avez fait attention à ce que vous avez vu. Ça a l'air d'être un film strictement normal, n'est-ce pas? Il ne s'est rien passé de spécial. Alors, regardez ce qui s'est vraiment passé. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Pratiquement tout est changé. Il ne reste plus rien de la scène initiale. In the potting shed. Même les tableaux, Constable, l'armure. arrest Lady Smythe. Et voilà la morale de l'histoire. Voilà, c'était une publicité, mais tout à fait réelle, malheureusement. Le fait que lorsqu'on ne fait pas attention, eh bien, on peut rater des événements même majeurs autour de nous, des événements qui se passent littéralement sous vos yeux, mais que vous ne voyez pas, non pas parce que vos yeux ne sont pas posés au bon endroit, mais simplement parce que votre esprit est ailleurs. On va voir qu'un système central dans le cerveau est orienté vers un premier objet de pensée et ne peut pas à ce moment-là prendre conscience d'un deuxième objet de pensée. Ça vous montre aussi que ce que nous voyons est extrêmement restreint. Nous n'avons pas conscience de l'immense majorité des événements qui surviennent autour de nous. Donc, cécité inattentionnelle, c'est le nom de ce phénomène. Alors, tout ceci pour vous dire donc, que le premier ingrédient de la science de la conscience, ce sont tous ces paradigmes expérimentaux qui nous permettent finalement de faire de la conscience un objet de laboratoire. Un objet qu'on peut manipuler à volonté, on peut faire apparaître, disparaître la conscience avec très peu de manipulation. Le deuxième point clé de cette science de la conscience, c'est donc une notion particulière de conscience. Vous voyez qu'on ne va pas parler de la conscience morale ou même de la conscience de soi ou des aspects très élevés de la conscience, mais on va parler de la conscience perceptive, d'aspects très élémentaires, le fait de voir ou de ne pas voir une image. Et c'est cette réduction à un objet un petit peu plus simple qui va finalement permettre de progresser en science. Alors le troisième point, c'est qu'on est au cœur du subjectif, on est au cœur de l'introspection. Ici, vous avez vu que chacun de ces phénomènes sont subjectifs. Peut-être votre voisin n'a pas eu la même expérience que vous. Peu importe, c'est le subjectif, c'est l'introspection qui définit le phénomène même que l'on cherche à étudier. Et il n'y a pas là de contradiction particulière. Au contraire, la situation la plus intéressante pour nous, c'est celle où le stimulus est fixe, mais où la conscience varie. Voyez. Et on va demander à la personne de rapporter, et on va trier les essais en fonction de ce qu'elle rapporte, avoir perçu ou n'avoir pas perçu. Alors le quatrième ingrédient, évidemment, vous l'aurez compris, c'est la possibilité qui est apparue depuis maintenant une bonne vingtaine d'années de mesurer l'activité cérébrale n'importe où dans le cerveau. Je vais passer quelques minutes pour vous rappeler en quoi consiste l'imagerie cérébrale, puisque beaucoup d'entre vous regardaient avec curiosité ce qui se passe à Neurospin. Nous avons plusieurs outils. Le premier outil, c'est l'IRM fonctionnel, une sorte de gros aimant dans lequel la personne va venir s'allonger et qui va nous permettre de regarder, pas très directement, mais de façon indirecte, l'état des réseaux neuronaux. On ne voit pas les neurones directement, mais on voit les vaisseaux sanguins et on voit en particulier le contenu en oxygène du sang.
Et on va pouvoir voir donc l'arrivée de sang oxygéné lorsqu'un réseau de neurones s'active. Donc quelques secondes plus tard, vous voyez, c'est l'échelle ici est en secondes, le débit sanguin va augmenter et pour apporter du sang oxygéné dans les régions qui travaillent. C'est ça qu'on est capable de mesurer en IRM et d'indiquer en chaque point du cerveau. C'est une mesure extrêmement précise dans l'espace, à l'échelle du millimètre. On va être capable maintenant d'indiquer où le débit sanguin s'est modifié à la suite d'une perception ou d'un travail mental. Vous voyez que ces images maintenant peuvent atteindre très facilement une résolution de l'ordre de millimètres. En routine maintenant, 1,5 millimètre de côté, toutes les 1,5 secondes, c'est les images que nous faisons à Neurospin. Ces techniques ne cessent d'évoluer et je ne peux pas ne pas mentionner le fait que nous attendons un aimant de très haut niveau à Neurospin, cette machine absolument gigantesque dans laquelle vous voyez la personne qui est ici allongée. C'est le grand projet qu'a lancé Denis Le Bihan au moment de créer Neurospin, d'avoir un aimant de 11,7 Tesla, corps entier, qui devrait arriver dans moins d'1 an maintenant. Et avec l'objectif, évidemment, toujours de pouvoir améliorer le contraste, améliorer la résolution. On sait aujourd'hui sur l'aimant 17 Tesla, qui est pour les petits animaux, on est capable de voir dans certaines conditions des neurones uniques. Vous voyez. Bon, chez l'homme, ces neurones sont trop petits pour être visibles avec l'IRM, mais on pourra voir de petits amas de neurones et sans doute détecter donc des phénomènes beaucoup plus fins. Mais ce n'est pas la seule technique. L'IRM présente quand même le problème de ne pas être sensible à la dynamique rapide d'activité du cerveau, puisqu'il faut attendre quelques secondes pour que le débit sanguin change. Et donc nous utilisons d'autres méthodes, comme l'électroencéphalographie, ou la magnétoencéphalographie, ou certains cas où des patients ont des électrodes directement dans le cortex pour mesurer l'activité électromagnétique du cerveau. Les décharges neuronales, l'intégration synaptique se traduisent par des courants électriques que l'on peut donc mesurer sous forme de petits voltages à la surface de la tête, ça c'est le EEG, sous forme de petits champs magnétiques. Donc cette machine ici, remplie d'hélium liquide, contient des détecteurs de champs magnétiques absolument minuscules que l'on est capable de détecter de l'extérieur de la tête. Et évidemment, c'est encore plus intéressant pour nous s'il est possible d'aller directement dans le cerveau, mesurer tout près des neurones les signaux électriques. Bon, il est clair qu'on ne demande pas de volontaire pour ce type d'examen, je vous rassure tout de suite, mais chez les patients épileptiques, eh bien, ça peut être une exploration extrêmement précieuse qui est pratiquée dans beaucoup de centres dans le monde pour essayer de déterminer l'origine des crises d'épilepsie, en dernier recours évidemment, avant de pratiquer une chirurgie pour essayer d'enlever la source des crises d'épilepsie. Et dans ce cas-là, nous pouvons nous servir de ces électrodes pour suivre ce qui se passe dans le cerveau entre les crises. Toutes ces méthodes vont nous permettre donc d'avoir un décours temporel. On va venir mesurer l'activité des charges neuronales pratiquement en temps réel et on va être capable de suivre le décours temporel de l'activité à l'échelle de la milliseconde. Et je vous montrerai des reconstructions de l'activité cérébrale fondées sur ces méthodes. Je voulais aussi dire que Neurospin a une particularité, c'est que nous sommes capables d'accueillir dans de très bonnes conditions des enfants, voire des bébés de quelques mois. Ça n'est pas du tout facile de faire l'imagerie cérébrale des très jeunes enfants. Évidemment, tout ça doit être fait dans des conditions de sécurité et d'accueil excellentes. Et c'est le cas à Neurospin. On est capable de regarder, par exemple, ce qui se passe lorsqu'un enfant apprend à lire et le type de changements qui se produisent dans son cerveau. Mais aussi, chez le tout petit bébé, de regarder comment l'activité cérébrale est déjà organisée au cours des quelques premiers mois de vie. Et je vous montrerai à la fin de la conférence des premiers résultats qui suggèrent que la présence d'une conscience peut déjà être détectée chez les bébés de quelques mois, avec à nouveau des méthodes objectives. Alors, rentrons donc dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous avons découvert avec cette approche donc, de la science de la conscience ? Eh bien, cette première diapositive, pour vous faire passer une idée très simple, c'est que nous avons découvert l'extraordinaire profondeur du traitement non conscient de l'information dans le cerveau. Pratiquement toutes les régions du cerveau, chacune avec son code particulier, ses opérations particulières, peuvent travailler de façon non consciente. Il y a donc des phénomènes non conscients à tous les niveaux. Lorsque vous avez vu ce chiffre présenté sur l'écran, et à un moment il n'était plus conscient, eh bien ce chiffre continuait évidemment d'apparaître sur votre rétine. Quelques dizaines de millisecondes plus tard, il pénétrait en fait dans votre cortex visuel. La reconnaissance visuelle d'un chiffre, d'une lettre ou d'un visage peut tout à fait survenir sans conscience. Ensuite, ce chiffre va même être compris. Nous avons pu montrer que des activations liées à la quantité vont se produire sans conscience. Éventuellement, il va pouvoir être intégré dans le début d'une opération mentale. Vous allez par exemple réussir à déterminer s'il est plus petit ou plus grand qu'un autre. Tout ceci de façon complètement non consciente.
D'autres expériences ont montré par exemple que si on vous flash un mot, vous n'avez même pas conscience qu'il y avait le moindre mot, mais si ce mot a un contenu émotionnel, s'il évoque par exemple, je ne sais pas, la guerre ou le viol, eh bien il va activer automatiquement les régions qu'on appelle de l'amygdale cérébrale, qui sont des régions associées à l'émotion. Qui vont donc se mettre à décharger sans que vous puissiez attribuer cette décharge à la perception d'un mot dans le monde extérieur. Donc toute une série d'études que nous continuons en ce moment pour essayer de pousser les limites de l'inconscient. Et je pense qu'on n'a pas fini de comprendre les limites du traitement non conscient, mais il faut imaginer donc des dizaines de processeurs cérébraux qui travaillent tous en même temps, tous en parallèle, et qui réalisent des calculs sophistiqués. Alors que se passe-t-il donc lorsque nous prenons conscience d'une information? Eh bien, ici, dans cette diapositive un peu compliquée, je vous ai donné les résultats de l'expérience que vous avez subie tout à l'heure du chiffre masqué. À mesure qu'on fait varier donc, le délai entre un chiffre et un masque, eh bien, la perception change. Vous voyez ici la fraction d'essais vus par les personnes en fonction de la durée de ce délai. Vous voyez que vers 50 millisecondes se produit une sorte de transition non linéaire. Soudainement, la probabilité de percevoir le chiffre augmente considérablement. Et alors, nous avons enregistré dans le cerveau, par les potentiels évoqués, également par la magnétoencéphalographie, le déroulé de l'information, et nous avons pu voir que la perception, donc, ce profil particulier de perception consciente correspondait à l'entrée en activité d'un réseau particulier d'aires distribuées, dont on voit ici une tentative de reconstruction dans le cortex frontal, dans les aires temporales ventrales, dans le cortex pariétal. Toutes ces régions présentent un profil qui se traduit par une onde qu'on appelle P3 à la surface de la tête et présente donc un profil d'activation très comparable à la perception. Ces phénomènes, si vous voulez, ce qu'on a appelé l'embrasement conscient, cet embrasement de plusieurs régions cérébrales simultanées apparaît en parfaite harmonie avec le rapport du sujet qui dit « j'ai vu le chiffre ». Les événements qui précèdent, et vous voyez qu'il y a de nombreux événements qui précèdent cette partie tardive, cet embrasement tout ou rien, eh bien, ont tendance à ne pas corréler avec la perception consciente et en particulier à suivre de façon simplement linéaire le délai que l'on injecte ici. Donc vous voyez que l'activation augmente de façon essentiellement monotone, quasi linéaire, et en particulier, si vous suivez la courbe verte, c'est la condition que vous avez expérimentée, à 33 millisecondes de délai. On ne voit pas le chiffre, pratiquement jamais. Pourtant, il y a une très belle activation dans les aires visuelles, mais c'est seulement plus tard qu'il n'y a plus d'activation du tout et que cette étape, donc, traduit la conscience. Autrement dit, il peut y avoir pratiquement un tiers de seconde de traitement dans le cerveau qui comprend des activations dans les aires visuelles en particulier, sans prise de conscience. Mais ensuite, plus tard, il y a une étape distribuée, un embrasement de plusieurs régions cérébrales qui reflète la perception consciente. Je voulais vous montrer un film que nous avons obtenu dans une autre condition qui donc s'appelle le clignement attentionnel. Lorsqu'on distrait un sujet, il peut ne pas percevoir un mot. Et on a réussi à se placer ici avec une thésarde Claire Sergent dans des conditions où le même mot est vu ou n'est pas vu. À certains essais, il est vu, à d'autres essais, il n'est pas vu. Donc c'est le stimulus physique est identique, mais la perception consciente change et vous avez des essais invisibles et des essais visibles. Et la différence en bas, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Je démarre le film et je vais essayer de vous montrer comment se produit donc ce changement de la perception. Ici, vous avez la face interne du cerveau, la face ventrale du cerveau. Alors, j'arrête le film vers 120 millisecondes et vous voyez clairement qu'on peut avoir une activation très intense des aires visuelles, occipitales, gauche et droite, alors que le mot est complètement invisible. Et en fait, il n'y a pratiquement aucune différence entre ces deux conditions ici. On continue le film et vous allez voir que l'activation progresse dans les aires visuelles. Vers 170 millisecondes, il y a un événement qui a tendance à être latéralisé à l'hémisphère gauche, qu'on voit ici sur la droite parce qu'on voit le cerveau de dessous, qui est ici, et qui traduit la reconnaissance du mot et probablement l'accès déjà au lexique, au début de représentation de son sens. Et vous voyez que là encore, très peu de différence, pas de différence entre les essais visibles et invisibles. Et soudain, vous allez voir cette divergence non linéaire. Donc là, les essais invisibles ont tendance à diminuer leur activité. Elle n'est pas finie pour autant. Mais l'activation visible, vous voyez, dans des essais visibles, au contraire, augmente de façon considérable, envahit les régions du cortex frontal, augmente dans les aires temporales. Ce n'est pas que l'activité est disparue dans les aires temporales, mais elle est restée en quelque sorte confinée à quelques processeurs spécialisés qui traduisent le sens du mot, mais qui n'ont pas réussi à communiquer cette information à l'ensemble du cerveau. Donc un embrasement qui, s'il se produit, reflète l'accès à la conscience.
Alors cet embrasement global, cette signature de la conscience, nous l'avons vu dans de très nombreuses expériences maintenant. Donc par exemple, si un son est détecté ou s'il n'est pas détecté, et que s'il n'est pas détecté, les aires auditives peuvent quand même s'activer. On a montré récemment que dans le sommeil, vous pouvez tout à fait avoir une activation très intense des aires auditives, évidemment, sinon le réveil ne marcherait jamais. Hein. Donc il faut bien que le son rentre, mais c'est seulement s'il est conscient que vous avez ce surcroît d'activité qui s'étend aux régions préfrontales, aux régions pariétales. Si un mot est invisible, il va activer quelques réseaux spécialisés, on en voit certains ici. S'il est visible, il va embraser un réseau beaucoup plus large. L'étude de droite est particulièrement intéressante, c'est une étude d'enregistrement de neurones uniques chez l'homme. C'est très rare, mais il est possible, chez ces patients épileptiques, avec des électrodes implantées, d'arriver à détecter des neurones uniques, dont les décharges reflètent certains aspects de notre perception. Vous trouvez des neurones qui répondent à certains visages. Par exemple, Bill Clinton. Un neurone se met à répondre à Bill Clinton. Ou à Jennifer Aniston, en l'occurrence, dans cette expérience. Ici, vous avez un neurone qui répond au World Trade Center, vous voyez. Donc, il répond particulièrement à cette image et pas du tout à d'autres images de visage ou de lieux. Eh bien, ce neurone, on peut le stimuler avec des images masquées. On va flasher cette image très brièvement et on va la faire suivre d'un masque. Et on peut demander à la personne, avez-vous perçu ou n'avez-vous pas perçu ce que c'était cette image? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les essais en bleu sont les essais où la personne a perçu l'image. Et les essais en rouge, on en voit beaucoup ici et quelques-uns ici, sont ceux où elle n'a pas détecté quelle était l'image. Eh bien, vous voyez que les décharges neuronales surviennent pratiquement exclusivement lorsque la personne a réussi à détecter l'image qui était présente. Ce sont des décharges tardives, à nouveau. Il peut y avoir un début de décharge pour les essais non reconnus, mais lors des essais reconnus, vous avez cet embrasement beaucoup plus intense, prolongé, qui traduit la prise de conscience. Donc la prise de conscience est un phénomène tardif, non linéaire, distribué dans plusieurs régions du cerveau. Comment comprendre ces observations? Il faut essayer de commencer à construire des théories de ce qui se passe dans le cerveau et qui puissent expliquer toutes ces observations. Eh bien, nous avons proposé avec Jean-Pierre Changeux, avec Lionel Nakache, un début de théorie qu'on appelle l'hypothèse de l'espace de travail neuronal global et qui suppose que, en fait, il y a un système de communication globale dans le cerveau. Le cerveau est composé de très nombreuses régions, chacune spécialisée, des processeurs donc, qui traitent les informations non consciemment, mais il y a aussi besoin, dans certaines conditions, de faire communiquer ces processeurs entre eux. Et nous supposons que ce que nous appelons la prise de conscience correspond simplement à l'entrée d'une information dans un système neuronal distinct, un espace de travail neuronal, donc un système de neurones avec des axones longs, distribués dans les régions préfrontales et pariétales, et qui est là pour diffuser l'information et permettre de communiquer une information à l'ensemble du cerveau. On peut dire donc qu'une information consciente, c'est une information qui est disponible à l'ensemble du système. Elle est stable, elle est rendue disponible à l'ensemble des processeurs, ce qui permet de l'utiliser avec flexibilité. Et on retrouve ici cette question de la flexibilité qui était centrale dans le questionnement de Descartes. Parvenir à rapporter l'information verbale à d'autres, ça veut dire que nos aires du langage en particulier ont été informées de tout ce que nous avons perçu. Ça demande un système de connexion particulier dans le cerveau qui recueille l'information et qui, dans ce cas précis, l'envoie aux aires du langage. Mais lorsque nous sommes conscients d'une information, nous pouvons la rapporter verbalement, mais nous pouvons aussi l'utiliser de mille manières. Nous pouvons la stocker en mémoire, nous pouvons l'utiliser dans nos plans de comportement. Et ce n'est pas nécessaire d'utiliser forcément le langage, mais le langage est l'une des modalités de ce système central, donc cet espace neuronal global, dans lequel l'information consciente circule. La conscience, dans ce modèle, agit comme un système central, tardif, et qui crée un goulot d'étranglement. Vous voyez, lorsque ce réseau central est envahi par un objet de pensée, lorsque toutes ces régions cérébrales se mettent à coder pour le même objet mental, chacun dans leur format, chacune dans leur format, eh bien, vous voyez qu'un deuxième objet de pensée, ici, ne va pas pouvoir pénétrer en même temps. Un objet de pensée va exclure l'autre. Et donc, on a un système qui n'est pas capable d'avoir deux états en même temps, qui est obligé de se focaliser sur l'un puis l'autre. Alors que les chaînes de processeurs périphériques, elles, peuvent tout à fait traiter plusieurs informations simultanément. On va donc avoir plusieurs sortes d'objets non conscients. Certains objets vont être non conscients parce que, bien qu'ils aient une force importante, ils sont bloqués à ce niveau central. C'est ce qu'on va appeler l'inattention.
et puis d'autres objets non conscients ne vont pas avoir la force suffisante pour pénétrer dans le système, un peu comme une vague qui meurt avant de pouvoir arriver jusqu'au rivage ou jusqu'à la côte. Vous voyez qu'un objet subliminal ne va pas avoir une force suffisante pour pouvoir pénétrer jusqu'à ce système central. Donc voilà un petit peu les hypothèses de ce modèle qui rend compte de pas mal d'observations que nous avons pu simuler et qui demandent donc une architecture particulière. On peut penser qu'il y a eu une évolution dans le cerveau de systèmes neuronaux particuliers qui permettent la communication globale. Déjà, Ramon y Cajal, prix Nobel, au début du XXe siècle, avait observé la présence dans le cortex de neurones pyramidaux qui envoient des axones extraordinairement loin, par exemple à travers le corps calleux, ici, vous voyez, à travers les deux hémisphères. Donc, certains neurones peuvent avoir des axones longs de plusieurs centimètres, plusieurs dizaines de centimètres, qui connectent entre eux les régions cérébrales. Et ces neurones pyramidaux géants ont tendance à être particulièrement denses dans les couches 2 et 3 et qui sont elles-mêmes particulièrement épaisses dans le cortex préfrontal, vous voyez, et dans les régions associatives du cortex, dans le cortex pariétal inférieur, le cortex temporal ici. C'est Von Economo qui, le premier, a décrit ces différences d'une aire à l'autre qui suggèrent que certaines aires forment un système particulier hautement interconnecté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution donc, de ce système. D'abord, donc, si vous regardez des neurones pyramidaux et, dans l'aire visuelle primaire, dans les aires visuelles successives et dans le cortex préfrontal, vous voyez que les neurones du cortex préfrontal ont des arborisations infiniment plus grandes. C'est une sorte d'évolution à la communication. C'est ces arbres dendritiques qui vont permettre de recevoir des dizaines de milliers de synapses en provenance d'autres neurones. Vous voyez. Donc ces neurones ont une capacité d'interconnexion beaucoup plus grande. Eh bien, cette évolution-là, elle est encore plus importante chez l'homme. Les régions préfrontales sont beaucoup plus étendues dans l'espèce humaine et cette progression est visible de façon beaucoup plus manifeste dans l'espèce humaine. C'est l'un des aspects dans lesquels nous sommes un petit peu différents. Nous avons sans doute un espace de travail neuronal avec une plus grande capacité, disons, que les autres espèces de primates. Alors, il faut bien dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un système qui est soumis aux entrées. Depuis le départ, je vous parle d'une situation de perception dans laquelle on stimule le cerveau et il reçoit une information. Mais cet espace de travail, une hypothèse clé du modèle, c'est qu'il est autonome. Il ne s'arrête jamais. Il peut très bien ne pas recevoir d'entrée, mais continuer néanmoins à générer des états de conscience en permanence. C'est ce que William James avait appelé le flux de conscience. Et on sait maintenant, grâce à l'imagerie, qu'effectivement, les réseaux corticaux ne cessent de passer d'un état à l'autre. C'est ce que vous voyez en ce moment, c'est une image d'IRM d'une personne qui est au repos, à qui on a demandé d'être dans la machine et de ne penser à rien de particulier, ce qui est une instruction difficile. Mais vous voyez qu'elle fait ce qu'elle peut, mais son cerveau continue de générer des états de pensée qui ne cessent de fluctuer et qui sont extrêmement intéressants. C'est un immense domaine de recherche actuellement d'essayer de comprendre quelle est la structure finalement dynamique, temporelle, spatiale de ces réseaux. On voit apparaître des synchronies entre différentes régions du cerveau qui traduisent l'arrivée de ces états globaux d'activité. Et cet état d'activité spontanée prédit en partie le flux de conscience de la personne. On peut, dans une certaine mesure, si on arrête la personne et on lui demande à quoi vous pensiez, j'étais en train de penser à mes états corporels ou j'étais en train de penser au monde extérieur, ça va être en partie prédictible sur la base de ces états d'activité spontanée. Il y a même une étude maintenant qui est absolument extraordinaire, qui est parue il y a un peu plus d'un an maintenant, de nos collègues californiens, qui montre que si on endort une personne, on lui demande de s'endormir dans l'IRM et on la réveille alors qu'elle a atteint un stade 1 ou 2 de sommeil, donc pendant la période d'endormissement, mais alors qu'elle a déjà sombré dans le sommeil, eh bien, on la réveille, on lui demande « À quoi pensiez-vous maintenant ? Quel était votre rêve ?» Et on choisit les périodes où elle avait des rêves à fort contenu visuel. Si on regarde les images d'IRM dans les 10 secondes avant le réveil, on est capable, sur la base du contenu d'activité de ces images, de prédire, en partie, mieux que le hasard, ce que la personne va rapporter comme contenu de son rêve. Donc si le rêve contenait des visages,
eh bien, l'aire des visages va être un petit peu activée. Alors que si le rêve ne contenait que des objets ou se passait à l'extérieur avec des scènes, eh bien, c'est d'autres régions du cerveau qui vont être activées. S'il y avait des caractères, la région du cerveau que j'ai décrite, celle de la forme visuelle des mots, eh bien, va s'activer et on va pouvoir dire donc que la personne voyait des lettres, par exemple, dans son rêve. Donc vous voyez, ces états mentaux, alors qu'on est en autonomie vis-à-vis du monde extérieur, correspondent à des états cérébraux. Il faut savoir que cette activité cérébrale continue même dans le sommeil, donc, mais même dans l'anesthésie. Alors ça nous a posé quand même un problème. On s'est dit, mais c'est quand même curieux d'imaginer ces réseaux alors que la personne est anesthésiée et probablement n'a plus d'état de conscience. Et dans un article tout récent qui vient de paraître il y a quelques semaines, je pense que nous avons levé une partie du mystère parce que nous avons vu que dans l'anesthésie, en fait, la dynamique de cette activité n'est pas la même. Et c'est la dynamique qui caractérise donc le flux de conscience. On a une nouvelle signature de la conscience qui est fondée sur la dynamique de ces réseaux cérébraux. En fait, dans l'état d'anesthésie, les neurones continuent de décharger, mais ils se contentent simplement de traverser un réseau de connexion qui continue d'exister, qui est l'anatomie même du cerveau, ce réseau anatomique. Donc on a ce qu'on peut appeler une sorte de chaîne de Markov, un système qui n'a pas de mémoire, mais qui se contente de se promener à travers des états possibles définis par la connectivité. Alors que l'état d'activité du cerveau conscient est très différente. Évidemment, elle s'appuie sur cette connectivité, mais elle peut s'en écarter pour choisir un sous-ensemble des aires cérébrales et les activer fortement parce que ça correspond à un but temporaire du cerveau. Donc la dynamique et la sélection des aires cérébrales activées nous permet de faire la différence entre un cerveau conscient et un cerveau non conscient. Alors à quoi sert la conscience ? Bon, ça, c'est une question évidemment tout à fait ouverte. Certains collègues ont argumenté qu'elle ne sert à rien, que de très nombreuses opérations s'exécutent inconsciemment. Je vous ai dit que pratiquement n'importe quelle région du cerveau pouvait s'activer sans conscience. L'accès à la conscience est lent, au moins un tiers de seconde, donc très souvent la conscience est en retard sur le monde extérieur. Donc n'est-elle peut-être qu'un épiphénomène, un peu comme la fumée qui s'échappe du pot d'échappement de la voiture, mais qui ne joue aucun rôle, ou le sifflet de la locomotive, qui ne joue aucun rôle dans les opérations elles-mêmes. Eh bien, je pense que ça n'est pas du tout la bonne manière de voir les choses. Et en fait, nous avons des expériences qui suggèrent des fonctions particulières de la conscience. Alors, première fonction, réfléchir posément. Après tout, un tiers de seconde, c'est quand même encore très rapide. Et ensuite, la conscience est là et nous permet au contraire de maintenir l'information. Alors que nous avons pu montrer que l'information subliminale, la plupart du temps, ne reste pas dans le système. Elle va activer de façon transitoire des réseaux de neurones, mais si une image n'est pas vue consciemment, comme le chiffre de tout à l'heure, eh bien l'information va s'évanouir. Elle va avoir une exponentielle décroissante. C'est mon collègue Lionel Nakache qui dit l'inconscient est structuré comme une exponentielle décroissante. C'est pour paraphraser Lacan. Donc c'est assez juste, c'est-à-dire dans beaucoup d'expériences c'est comme ça, il n'y a pas de trace de l'information subliminale. Si l'information au contraire est consciente, nous pouvons la maintenir en mémoire de travail aussi longtemps que nécessaire et donc ça nous permet d'y réfléchir. La conscience comprime le flux d'informations. Nous sommes bombardés d'informations, comme dans le film de tout à l'heure. Nous n'en voyons qu'une petite partie, mais la partie que nous voyons est comprimée, elle est réduite à quelques symboles, ce qui nous permet de la mémoriser et de travailler avec. La conscience donc permet de renvoyer l'information aussi à d'autres processeurs. C'est une sorte de routeur cérébral qui permet de réaliser des opérations en série, un petit peu comme une machine de Turing, un ordinateur qui enchaîne les opérations. Et nous avons pu montrer que le non-conscient peut réaliser des opérations élémentaires, mais quand il s'agit d'enchaîner une série d'opérations, eh bien là, il faut avoir pris conscience de l'information qui rentre dans le système. Et puis, le quatrième point, c'est sans doute la surveillance de nos opérations mentales. Nous avons donc une forme de conscience de notre propre conscience, la conscience réflexive. Nous pouvons prêter attention à nos opérations mentales et en particulier repérer les erreurs. Et nous avons pu montrer récemment, dans un travail avec une thésarde, que ce système de détection d'erreurs ne se déclenche pas pour des informations non conscientes. Alors, c'est un système extrêmement intéressant. Je fais une petite parenthèse pour vous expliquer ce système. Imaginez que vous êtes dans notre labo, on vous a demandé une tâche complètement idiote. Par exemple, on vous flash des chiffres, on demande est-ce que c'est plus petit ou plus grand que 5. Donc vous cliquez à droite si c'est plus grand que 5, vous cliquez à gauche si c'est plus petit que 5, vous répondez à toute vitesse, et puis paf, vous faites une erreur. Au moment même où vous faites une erreur, eh bien, ce système
cérébrale, dans le cortex singulaire antérieur, ici, va se déclencher et créer une immense négativité, une onde négative de plusieurs microvolts, voire dizaines de microvolts, qui indique donc que vous détectez, que votre cerveau est en train de détecter l'erreur. Alors, on l'appelle techniquement error-related negativité, la négativité reliée à l'erreur, mais il y a un terme qu'on utilise aussi, c'est the oh shit effect. Parce que, voilà, j'ai fait une erreur, c'est idiot. Vous vous rendez compte qu'il y a un paradoxe là-dedans, parce que c'est le même cerveau qui fait l'erreur et qui détecte l'erreur. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça veut dire que le cerveau, au moment même où il fait un calcul, il y a un deuxième système, et on a pu montrer qu'il y avait effectivement deux circuits. Il y a un deuxième circuit qui regarde quelle était l'intention et qui compare l'intention avec ce qu'on est en train de faire. Et la comparaison des deux permet de détecter qu'on est en train de faire une erreur. Ce système-là est un système qui demande la conscience. Cette comparaison n'a pas l'air de survenir sans conscience. Voilà, alors dans la dernière partie de mon exposé, je voudrais vous parler des conséquences de ces découvertes dans le domaine de la conscience. On commence à avoir un corpus de données quand même très élaboré, convergent, qui suggère qu'il y a des signatures de la conscience, et du coup, nous pensons que nous commençons à pouvoir aborder des questions difficiles dans lesquelles nous n'avons pas la réponse subjective. Le bébé n'est pas capable de dire à d'autres « j'ai pris conscience d'une information ». Certains patients qui sont atteints de lésions cérébrales ne perdent la capacité de communiquer, sombrent dans le coma ou dans l'état végétatif. Est-ce que nous pourrions savoir si, de façon objective, s'il y a encore la présence d'une conscience résiduelle chez ces individus? Alors, chez le bébé, je pense que la question, vous en conviendrez, se pose peut-être peu. Nous sommes tous persuadés qu'un petit bébé de quelques mois, ici c'est mon neveu, est tout à fait conscient du monde extérieur, réagit, répond. Ouais, néanmoins, comment pouvons-nous être sûrs qu'il s'agit d'une conscience et pas d'une opération réflexe? Un sourire, par exemple, du nouveau-né, qui peut tout à fait avoir lieu de façon réflexe. La question se pose d'un point de vue, je dirais, de science fondamentale, même si nous sommes tous persuadés d'avoir affaire à une petite personne ici. Alors pour le savoir, nous avons utilisé avec Sid Quider à l'École normale supérieure le paradigme de masquage que je vous ai présenté tout à l'heure. Évidemment, le bébé ne s'intéresse pas beaucoup aux chiffres, donc on lui a présenté des visages. Vous avez un visage ici qui est flashé pendant une durée variable et qui est précédé et suivi d'un masque sans signification qui, chez l'adulte, empêche de voir le visage aux durées les plus courtes. Et nous avons enregistré les potentiels évoqués à l'aide de ce casque à électrodes ici. Et nous avons pu voir qu'effectivement, chez le bébé aussi, il y avait deux étapes bien distinguables de traitement de l'information dans le cerveau. Vous voyez que les premières étapes ici, à plusieurs moments, sont parfaitement linéaires en fonction de la durée de présentation du stimulus. On a une augmentation de cette onde ici, qui est assez tardive, on est déjà à 500 millisecondes, mais le cerveau accumule encore l'information de façon linéaire. Et puis, plus tard, vous avez un seuil, et vous avez un changement et un passage en tout ou rien. Vous voyez que toutes les courbes les plus courtes ici, jusqu'à 50 millisecondes de présentation, sont revenues à zéro, alors que toutes les courbes qui correspondent à des durées de présentation du visage plus longues se sont écartées de zéro, et donc on crée une activation qui reste dans le système, qui est durable. Eh bien, nous pensons que c'est exactement la même organisation que chez l'adulte. Vous voyez, des étapes linéaires et des étapes non linéaires, et si l'étape non linéaire indexe la conscience chez l'adulte, il est probable qu'elle indexe la conscience chez l'enfant. Une des manières de corroborer cette idée, c'est de présenter le visage en périphérie, et de voir si l'enfant se tourne vers le visage. Eh bien, lorsque la durée de présentation est en dessous de 100 millisecondes, il ne se tourne pas, ce qui correspond à ces courbes qui sont retombées à zéro ici. Donc, peut-être parce qu'il n'a pas pris conscience du visage. Au-delà de 100 millisecondes, il va se tourner et donc donner la preuve qu'il a bien perçu le visage. Donc, nous avons ici une première signature de la conscience qui semble présente chez le bébé, y compris chez le bébé de 5 mois, et qui suggère que peut-être dès la naissance, nous ne savons pas encore, mais il est probable que dès la naissance, ces événements puissent déjà se produire. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la temporalité, par contre, est complètement différente. Je vous ai dit que chez l'adulte, il fallait à peu près un tiers de seconde. Eh bien, chez le bébé, ici, vous voyez qu'on est plutôt de l'ordre de la seconde avant d'avoir cet événement d'embrasement non linéaire, donc 3 fois plus lent à peu près. Et je crois que ça correspond bien à notre interaction avec des jeunes enfants. Ils peuvent prendre conscience, réagir, interagir, mais cela se produit avec une durée beaucoup, beaucoup plus grande et il leur faut donc beaucoup plus de temps pour réaliser qu'il s'est produit quelque chose.
Alors, deuxième application, dans le domaine de la clinique maintenant, beaucoup plus sérieuse évidemment, est-ce que nous pouvons aider les cliniciens à ce très difficile diagnostic des états de conscience? Il existe plusieurs états de perte de conscience à la suite, par exemple, d'un accident vasculaire ou d'un accident de la route. Vous pouvez sombrer dans le coma, mais lorsque vous sortez du coma, certains patients sombrent dans ce qu'on appelle un état végétatif persistant, un état de non-communication dans lequel il existe encore un cycle de veille-sommeil, mais la personne ne réagit pas aux stimuli du monde extérieur, n'a pas d'activité autonome, semble ne jamais répondre aux stimulations, et on n'arrive pas à savoir, évidemment, s'il y a encore une personne à l'intérieur. Il existe aussi, vous le savez, des états d'enfermement, de locked-in, dans lequel la personne est encore parfaitement consciente, mais ne dispose pratiquement plus de moyens pour l'exprimer au monde extérieur. Je crois que vous connaissez le livre de Jean-Dominique Bauby, qui est extraordinaire, Le scaphandre et le papillon, qui a été dicté par donc Jean-Dominique Bauby dans un état de locked-in, avec uniquement la paupière comme moyen de communication avec le monde extérieur. Et, donc des dizaines de milliers de caractères de ce livre, c'est très émouvant, ont été dictés et l'auteur rapporte tous les états de conscience, une richesse absolument extraordinaire dont il dispose encore. Il est encore capable d'imaginer, de se souvenir, d'écrire un livre. Sa conscience est parfaitement intacte, mais elle ne communique plus bien avec le monde extérieur. Comment donc faire la différence entre tous ces états? Ce n'est pas facile sur le plan clinique et c'est d'autant moins facile que l'on sait maintenant, grâce à l'imagerie cérébrale, qu'il y a sans doute certains des patients que l'on croit être en état végétatif et qui sont en fait probablement conscients. Et que cet article de Science 2006 de nos collègues Adrian Owen, collaborateurs, a quand même semé une certaine révolution dans le domaine en montrant qu'une patiente qui semblait dans un état végétatif avait en fait encore des états d'activation cérébrale extrêmement complexes. Ici, la première expérience a consisté à lui faire écouter des phrases et a montré qu'elle avait encore des activations cérébrales assez comparables à celles des sujets contrôle. Et ensuite, ces phrases se sont transformées en commandes. On a dit à la personne, si vous entendez le mot tennis, essayez d'imaginer que vous jouez au tennis pendant 30 secondes, et jusqu'à ce que vous voyez le mot stop. Et si vous entendez le mot appartement, essayez d'imaginer que vous vous promenez dans votre appartement jusqu'à ce que vous entendiez le mot stop. Et vous voyez qu'on a observé que cette patiente avait des activations cérébrales dans ses tâches qui étaient bien discriminées, qui étaient bien différentes, et qui ressemblaient énormément aux activations que pouvaient présenter des sujets contrôle sains, qui comprenaient parfaitement ces instructions. Comme cette activité était durable pendant 30 secondes, alors qu'il y avait un mot qui avait été présenté seulement au départ, on peut penser donc qu'il y a une activation étendue dans le temps qui fait appel à des réseaux cérébraux coordonnés et distribués. Il est donc probable qu'il s'agisse d'un état de conscience. La preuve finale, si l'on peut dire, a été obtenue lorsque chez d'autres patients, Adrian Owen et ses collaborateurs ont montré qu'on pouvait utiliser ce système pour communiquer avec la personne. Alors c'est très astucieux. On lui dit on va te poser une question. Est-ce que ton grand-père s'appelait André? Si tu veux dire oui, joue au tennis dans ta tête. Si tu veux dire non, promène-toi dans ton appartement. Et on peut détecter si le réseau d'activation cérébrale correspondant s'allume. Voilà. Et pour 6 questions, il y a eu 6 questions posées, et bien il y en avait 5 pour lesquelles la réponse obtenue par ce moyen était parfaitement correcte et la 6e était ambiguë. Il n'y avait pas de réseau bien différencié. Donc il semblait bien que la personne en question avait une capacité de communiquer par ce moyen, alors qu'elle n'avait pas d'autres moyens moteurs, pas même le battement de paupières, pour communiquer avec le monde extérieur. Donc vous voyez que le problème est vraiment posé, détecter les états de conscience. Alors l'IRM est quand même très complexe dans ce domaine. L'IRM n'est pas facile à faire chez des patients de ce type. Elle est coûteuse, elle peut être faite qu'une fois, 2 fois, mais pas tous les jours. Nous pensons que l'EEG, l'électroencéphalographie, va être une méthode de choix pour ce type de diagnostic. Et donc, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet du diagnostic des états de conscience par l'EEG, avec l'équipe de Lionel Nakache à la Salpêtrière. Alors, je vous donne une idée du test que nous avons mis en œuvre, et qui consiste à stimuler la personne, mais au lieu d'utiliser la vision, qui est quand même assez complexe chez ces patients, on utilise l'audition. Voilà. Alors vous avez entendu ici des séries de sons
terminé par un son différent. Et la première fois que vous l'avez entendu, votre cerveau a réagi à la nouveauté. Il y avait quelque chose de nouveau à la fin. Et on observe toute une série de réponses à la nouveauté. Certaines conscientes, certaines non conscientes. Mais ensuite, je vous ai habitué à cette séquence. Vous avez entendu plusieurs fois la même séquence. Et ensuite, tout à fait à la fin, vous avez entendu une séquence déviante, mais dont le caractère déviant était uniquement dû au fait qu'elle ne correspondait plus au patron que vous aviez entendu au départ. Vous voyez, elle est parfaitement monotone, mais elle viole l'idée, l'attente que votre cerveau a créée au départ. Eh bien, de cette manière-là, on a pu séparer les réponses cérébrales entre des traitements conscients et des traitements non conscients. Notre idée, c'était que seul un cerveau qui est conscient, qui est capable d'abstraire la règle à travers le temps, de synthétiser les 5 sons et de se rendre compte qu'il y a une séquence reproductible, devrait pouvoir détecter qu'une séquence qui est parfaitement monotone est en fait nouvelle. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y a 2 formes de nouveauté. La nouveauté qui consiste simplement à répondre au dernier son, ici, ce qu'on appelle la nouveauté locale, subliminale, est toujours présente dans le coma et dans l'état végétatif. Donc même après vous être habitué à toute cette séquence, vous continuez d'avoir ce type de réponse non consciente. Mais par contre, la nouveauté globale, la nouveauté liée à la séquence tout entière, celle qui est présente dans cette séquence monotone ici, c'est une forme de nouveauté qui active ce réseau d'air cérébral distribué, et c'est une forme de nouveauté, c'est une forme de réponse cérébrale que nous ne voyons que lorsque le cerveau est dans un état conscient. Chez les patients qui sont en coma, on cesse de voir cette réponse. Chez les personnes normales mais qui sont distraites ou qui sont endormies, on cesse de voir cette réponse. Elle disparaît soudainement dès qu'il y a perte de conscience. Donc c'est une première signature. Toujours d'ailleurs cette onde P3 qui est associée à cette activation globale et distribuée qui comprend des régions du cortex frontal de façon importante, qui est une bonne signature de la conscience. Ce test, cependant, n'est pas tout à fait parfait parce que si la réponse globale est présente, nous pensons que la personne est consciente, mais si la réponse globale n'est pas présente, nous ne pouvons pas conclure. Parce que la réponse globale pourrait très bien être absente parce que la personne est distraite, parce qu'elle n'a pas compris qu'il fallait faire attention à ses sons, parce qu'elle n'a pas la capacité de se concentrer pendant plus de quelques secondes. Donc il nous faut d'autres outils encore pour être capable de conclure chez tous les patients. Alors, je vais terminer en disant que l'outil de choix actuellement consiste à essayer de détecter ces états globaux d'activité dans l'activité spontanée du cerveau qui se produit en permanence. Et une manière de le tester, c'est de tester le transfert d'informations d'une région à une autre. Dans la théorie que je vous ai proposée, c'est la quantité d'informations partagées entre des régions distantes du cortex qui est un bon index de l'état de conscience. Et nous avons inventé avec Jean-Rémy King, avec Jacob Ossite, une méthode mathématique pour mesurer cette quantité de transfert d'informations d'une région du cerveau à l'autre. C'est un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il s'agit de calculer ce qu'on appelle l'information mutuelle, mais ici symbolique, parce qu'on a discrétisé la courbe sous forme de symboles, de 6 symboles qui correspondent aux séquences possibles. Et on a aussi réussi à enlever ce qui pourrait être dû à des régions cérébrales communes, pour se focaliser sur vraiment le transfert d'informations. Eh bien, vous voyez qu'une fois qu'on a fait ces calculs convenablement, les patients en état végétatif se distinguent de tous les autres par une grande réduction de ce transfert d'informations d'une région cérébrale à l'autre. Et c'est une mesure de conscience qui est parmi les meilleures dont nous disposons actuellement. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas encore tout à fait au niveau de chaque individu, mais nous travaillons pour essayer de la raffiner le plus possible et arriver à une forme de diagnostic. Lorsqu'on combine toutes ces informations qu'on peut obtenir de l'EEG, on arrive à une discrimination presque, je ne dirais pas parfaite, mais enfin de l'ordre de 80% de bonne détection. Et ce qui est intéressant, c'est que même les patients qui semblent mal détectés, il faut vous souvenir que pour classifier ces patients entre état végétatif, conscience minimale, patient conscient et sujet sain, eh bien, c'est une information clinique. Il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler de gold standard. On n'est pas certain, sur la base des informations cliniques, sur le comportement de ces patients, on n'est pas certain de leur état. Et une indication intéressante, c'est que notre système fondé sur la détection de la communication entre régions cérébrales, donc fondé sur l'information objective de l'état du cerveau, est capable, dans une certaine mesure, de prédire si des patients qui tous ont l'air végétatif vont récupérer ou pas 6 mois plus tard. Si on prend tous les patients qui sont dans l'état végétatif, ceux qui s'approchent le plus de ces états de conscience sont aussi ceux qui ont les plus de chances de récupérer et de sortir de leur état végétatif. Donc on commence à mesurer des indices non seulement de la présence de conscience, mais aussi peut-être de la distance qui reste à parcourir pour que le cerveau redevienne pleinement conscient.
Il est clair qu'une des étapes suivantes sera la tentative d'accélérer la récupération de la conscience. Il commence à y avoir des tentatives de ce style et avec l'équipe de Lionel Nakache, on essaye d'en mener à la Salpêtrière, des tentatives en particulier de stimulation du cerveau par des moyens électriques, par des moyens magnétiques pour essayer de le faire revenir dans cet état global de conscience. Je vous laisse avec cette belle image que j'emprunte à une exposition qu'avait organisée Jean-Pierre Changeux, et cette phrase de Jean Perrin, le physicien Jean Perrin, que j'aime beaucoup, qui dit que la science consiste à substituer au visible compliqué de l'invisible simple. Vous voyez que le visible compliqué, ici, c'est évidemment tous ces états mentaux que nous sommes capables de rapporter, qui nous paraissent d'une infinie diversité, et nous essayons tout doucement de ramener ces observations complexes dans le domaine des états matériels du cerveau, de la communication des régions cérébrales entre elles. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à expliquer les états les plus intimes, subjectifs que nous ressentons? Je ne suis pas certain. Mais je pense que nous pouvons progresser en utilisant des paradigmes minimaux, très simples, qui contrastent des chiffres vus ou des chiffres pas vus, des images vues ou des images pas vues, et que c'est comme ça que la science progresse, en grignotant tout doucement un domaine qui au départ paraît inaccessible. Voilà, je vous laisse avec l'image de certaines des personnes qui ont participé à la recherche. C'est Lionel Nakache qui joue un rôle absolument essentiel dans cette recherche en nous permettant et en testant lui-même des centaines de patients à l'hôpital de la Salpêtrière. Jacob Ossite et Jean-Rémy King, jeunes thésards extrêmement brillants qui ont développé ces mesures mathématiques de conscience. Sid Quider et mon épouse Ghislaine qui ont fait les études chez les bébés. Et Lucie Charles, qui a réalisé les études sur l'erreur et sur la conscience ou non de l'erreur. Voilà. Et tous les sponsors, si l'on peut dire, tous les financeurs qui nous permettent de faire tourner un gros laboratoire. Merci beaucoup de votre attention. Merci Stanislas. C'est bon, on m'entend ? Alors, ce qui est passionnant, c'est de voir finalement comment la recherche purement fondamentale sur ce phénomène de conscience irrigue finalement très très vite les états, enfin la situation clinique, la recherche clinique. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. Enfin, je pense que vous êtes tous convaincus. Je me demandais si la citation de Jean Perrin finalement ne s'appliquait pas assez bien à la conscience elle-même. Est-ce que c'est pas finalement ce phénomène simplificateur qui, par rapport à l'inconscient, permet presque de modéliser le réel pour mieux le traiter ? C'est intéressant, oui, je pense que c'est assez juste, effectivement. Notre conscience réduit les choses à des symboles très élémentaires. Et on peut montrer que le flux d'informations dans la conscience est quand même très réduit par rapport au flux d'informations sur la rétine, par exemple, où vraiment nous sommes bombardés d'informations en permanence. Donc oui, c'est une métaphore intéressante à laquelle je n'avais pas pensé. D'ailleurs, dans ton livre, ce qui est passionnant, c'est justement de voir le rôle de l'inconscient. C'est vrai que finalement, là, on a tendance à associer la conscience au processus de pensée, mais toute une partie qu'on n'a pas eu le temps de développer ici, c'est de montrer aussi comment l'inconscient, finalement, intervient dans ces processus de pensée. Et tu développes, par exemple, l'exemple du mathématicien Poincaré, qui finalement, après avoir traité de manière consciente ces problèmes mathématiques, laissait finalement son inconscient travailler pour, quelque part, résoudre les problèmes sans qu'il s'en rende compte. Et c'était une partie tout à fait fabuleuse du livre. Est-ce que tu peux la développer un petit peu ? Beaucoup de mon travail, depuis plus de 25 ans maintenant, consiste à réhabiliter la notion d'intuition. C'est-à-dire que ce que nous appelons intuition correspond à un calcul, parfois très élaboré, parfois très proche de l'optimalité. On se sert de plus en plus maintenant de modèles mathématiques, d'un calcul optimal, statistique, qu'on appelle le calcul bayésien, qui est le calcul des probabilités. Et on peut montrer que le cerveau non conscient réalise des calculs de probabilité absolument faramineux. Voilà, un peu comme le calcul de la soustraction de l'ombre que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un calcul très complexe, qu'on ne sait pas encore d'ailleurs faire avec des machines actuellement. Si on réfléchit à la nature de ce problème, c'est un calcul probabiliste vraiment très intense. Et donc l'intuition correspondrait à une sorte d'optimisation du raisonnement probabiliste. Et alors effectivement, des recherches récentes montrent que ça peut tout à fait se produire pendant le sommeil. En fait, j'ai consacré mon cours au Collège de France mardi, tout le cours était consacré au sommeil, à ce qu'on connaît maintenant du sommeil. C'est absolument extraordinaire. Le cerveau est très actif dans le sommeil, conscient ou non conscient. D'ailleurs, il y a une conscience dans le rêve, et puis parfois il y a des périodes de non-conscience. Et il peut tout à fait non seulement consolider les informations qu'il a apprises dans la journée, c'est le principal rôle du sommeil, probablement de consolider les informations, mais aussi d'extraire
des invariants, de trouver des informations nouvelles. Et cette idée, par exemple, que le mathématicien découvre pendant le sommeil des régularités et se réveille avec la bonne idée, une idée, quelque chose que je pense tous les scientifiques de la salle ici connaissent, eh bien, a été validé maintenant par un article de Nature. On a pu montrer effectivement qu'après le sommeil, les personnes avaient beaucoup plus d'insight sur ce qu'elles avaient pratiqué pendant la veille avant de dormir. Donc voilà, le sommeil fait partie intégrante de ces états de traitement non conscient extraordinairement raffinés. Et alors, on a parlé des enfants. Est-ce que vous étudiez aussi le processus de prise de conscience chez l'animal? Est-ce qu'on peut parler d'une conscience, par exemple, de l'animal? Quand on voit le chat qui, tout à coup, détecte sa proie, on voit pas tellement de différence, finalement, avec ce que nous pouvons ressentir au moment d'une prise de conscience. Est-ce que vous avez aussi des expériences là-dessus Oui, en tout cas, on peut dire que ce réseau à longue distance que j'ai décrit existe chez l'animal. Il a été décrit chez le singe macaque, par exemple, et vraisemblablement, il existe chez la souris, il existe probablement chez tous les mammifères. Et effectivement, la nécessité de mettre en communication des systèmes cérébraux distants existe sans doute depuis très longtemps dans l'évolution. Et le besoin aussi de réfléchir, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup d'évidence que les animaux sont capables de réflexion à long terme, y compris en partie, j'en parle dans le livre, de réflexion sur eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai confiance dans ma décision? Est-ce que j'ai besoin de plus d'informations? Vous voyez des paradigmes où les animaux vont chercher un peu plus d'informations parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc voilà, ce sont des états qui existent chez l'animal. Alors probablement qu'il y a deux étapes dans le développement de la conscience. Une première qui est cette conscience perceptive, cette nécessité de communication, et puis une deuxième qui est cette conscience réflexive, ce besoin de s'analyser, qui là est quand même beaucoup plus développé chez l'homme. L'homme a une théorie de l'esprit. On pense qu'un des aspects les plus uniques du cerveau humain, c'est la capacité de réfléchir à l'esprit des autres. Pensez que ce que je sais moi, vous ne le savez pas forcément. Nous avons chacun des connaissances et c'est fondamental dans l'espèce humaine. C'est ça qui nous incite à communiquer par le langage, à enseigner aussi, parce que ce que je sais, vous ne le savez pas. Et c'est ce type de théorie de l'esprit qui nous permet aussi de réfléchir à notre propre esprit. Je ne savais pas, il y a 10 minutes, je ne savais pas que. Eh bien, c'est probablement quelque chose de très unique à l'espèce humaine, là, pour le coup. Il n'y a pas beaucoup d'évidence que les animaux, même très proches, même les chimpanzés, aient une capacité de représenter l'esprit des autres comme étant différent du leur. Alors avant de passer la parole à la salle, j'ai une dernière question. Justement, est-ce que ces travaux sur l'accès à la conscience permettent d'éclairer finalement l'autre sens de conscience qui est la conscience de soi-même, la conscience de sa propre existence? Est-ce qu'on arrive à passer de l'un à l'autre finalement, ou est-ce que ce sont deux phénomènes totalement distincts? Est-ce qu'on a un début d'explication? Ça commence. Donc on commence avec la prise de conscience d'une couleur, d'un chiffre, d'un visage. Et puis on se dit, mais la prise de conscience de mon propre corps, c'est peut-être la même chose, c'est peut-être le même phénomène. Je fais attention à certains aspects. Au lieu de faire attention à une représentation de la couleur, je fais attention à une représentation de la position de mon corps, par exemple. Mais je peux faire attention à mon erreur, comme je le disais tout à l'heure. Donc progressivement, on est en train de se demander si finalement cet espace de travail global ne sert pas à la représentation de n'importe quelle information consciente, qu'elle soit sensorielle ou qu'elle soit elle-même issue du traitement du cerveau qui se regarde lui-même. Voilà. C'est possible peut-être qu'on arrive à réduire la plupart des états de conscience au même type de phénomène. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons des questions dans la salle? Oui, je présume. Alors, je vais vous passer le micro. Bonsoir. Avant tout, merci, parce que j'ai trouvé que l'exposé était très clair. Je vous en remercie. Vous avez parlé, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs formes de conscience et vous avez développé surtout un aspect de la conscience ce soir sur lequel vous avez développé votre exposé. Est-ce que vous auriez une définition simple de la conscience? De l'inconscience. De la conscience. De la conscience. Mais justement, je pense qu'une partie du travail consiste à distinguer différents sens du mot conscience. Donc merci pour votre question, parce que je n'ai pas eu le temps dans mon exposé d'en parler, mais le mot conscience est quand même assez polysémique dans le langage naturel, et probablement le travail scientifique va consister à disséquer ces différents sens. Au archi minimum, il faut distinguer la conscience au sens transitif et la conscience au sens intransitif. Donc je peux être soit conscient de quelque chose,
conscient d'une couleur, ou je peux être conscient tout court. Le patient n'est plus conscient, vous voyez. Et ça correspond à un changement d'état ou un changement d'information particulière du contenu de la conscience. Donc là, j'ai mélangé un petit peu les deux aspects dans mon exposé, mais il convient de les distinguer soigneusement si l'on veut progresser. Il y a certainement encore d'autres sens du mot conscience. Certains n'ont rien à voir. Par exemple, la conscience morale, je pense que c'est vraiment une sorte de faux ami. Il y a des réseaux moraux dans le cerveau, des cerveaux qui nous permettent de réfléchir à autrui, mais ils ne sont pas forcément conscients, en fait. Voilà, donc ce travail de dissection est en cours. Dans le livre, je propose une tentative de taxonomie des états non conscients. Parce que c'est encore pire, quelque part, le non-conscient est tellement omniprésent dans le système nerveux qu'il y a sans doute beaucoup de systèmes de non-conscience différents les uns des autres. Il y a de la non-conscience, par exemple, dans les connexions cérébrales. Si nous ne sommes pas conscients des règles de la grammaire, par exemple, un petit bébé peut apprendre la langue sans connaître les règles de la grammaire, c'est sans doute parce que cela passe par des connexions dans notre cerveau, et donc ce ne sont pas des états d'activité que nous pouvons amener à notre conscience. Nous sommes conscients du résultat, mais pas des connaissances que nous avons engrangées pour y parvenir. Voilà. Donc tout ceci, c'est une taxonomie qui est encore un petit peu floue, mais je vous incite à regarder peut-être ce chapitre où je propose cette taxonomie du non-conscient. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche pas. Ah, ça marche, c'est bon. Micro. Voilà, ça marche. Bonsoir. Donc, au début de l'exposé, vous avez beaucoup parlé de processeurs qui traitaient des informations de manière inconsciente. J'aimerais savoir concrètement, qu'est-ce que c'est ces processeurs si ce n'est pas des neurones ? Ah, ce sont des neurones, mais plutôt ce sont des ensembles de neurones. Quand je voulais parler de processeurs, je pensais par exemple à l'aire visuelle primaire, vous voyez, ou à l'aire visuelle secondaire. On distingue dans le cerveau, dans le cortex, on voit des aires, et elles sont distinguées par leur contenu en molécules de récepteurs particuliers. Elles sont distinguables aussi par l'épaisseur des couches de neurones. Donc on pense qu'elles ont chacune des fonctions bien particulières. Et par exemple, on pense que l'aire visuelle secondaire intervient précisément pour extraire la texture du monde extérieur. Donc lorsque je perçois une texture, la texture du sable, la texture d'un papier peint, c'est cette aire-là qui l'utilise. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de processeurs. Maintenant, évidemment, les processeurs les plus élémentaires dans le cerveau sont des neurones individuels. Mais ce sont toujours des ensembles de neurones. Un neurone tout seul ne fait pas grand-chose. C'est toujours des circuits neuronaux qui partagent leurs entrées, leurs sorties, qui peuvent faire des calculs. D'abord, merci beaucoup pour votre conférence. J'ai deux questions. La première, c'est donc au vu de l'immensité du travail que fait l'inconscient, est-ce que finalement il y a une part de libre arbitre au niveau du conscient ? Et deuxième question un peu plus polémique, est-ce que vous savez où en sont les neurosciences dans l'explication des expériences de mort imminente ? Ah, très intéressant. Merci, ce sont deux très belles questions. Alors sur le libre arbitre, les avis divergent, mais je vais vous donner le mien. Certains disent qu'il n'y a pas de libre arbitre. Tout ça, ce sont des calculs qui, après tout, peuvent être parfaitement déterministes. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le libre arbitre, c'est une bonne description d'un certain niveau algorithmique de ce système que je vous ai décrit. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Lorsque nous disons que quelqu'un exerce son libre arbitre, nous pensons qu'il a fait un choix volontaire. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de choisir autre chose, et il a considéré plusieurs possibilités, il a utilisé sa mémoire pour évaluer ces différentes possibilités, il a eu le temps de considérer ces possibilités, et il a basculé pour l'une d'entre elles. Je pense que quand un système agit comme ça, y compris une machine d'ailleurs, on peut parler de libre arbitre. Voilà. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre, et dans ce sens-là, notre cerveau dispose d'un libre arbitre. C'est peut-être même une machine à libre arbitre. Cette machine peut être déterministe, à mon sens. C'est-à-dire que, après tout, lorsque vous avez des choix, en fonction des systèmes de valeurs qui s'offrent à vous, le choix peut être parfaitement prévisible. Lorsque vous allez voter, vous exercez votre libre arbitre, mais pour beaucoup de mes amis, je sais ce qu'ils vont voter. Hein. C'est pas très difficile. Donc, vous voyez, à mon sens, il n'y a pas du tout de conflit entre la notion de déterminisme et cette notion-là de libre arbitre. Ce qu'il faut, c'est arrêter de penser que le libre arbitre correspond à un phénomène, à nouveau, de décollage, vous voyez, du déterminisme de la physique. Le cerveau est un système physique comme les autres, mais un certain algorithme, à un certain niveau, lui permet de prendre des décisions raisonnées,
lente, calculée, et voilà, c'est ça le libre arbitre. Je pense qu'il faut l'accepter. Alors, votre deuxième question, c'était la mort imminente. Ah, c'est pas facile, hein, la mort imminente. Je crois que, d'abord, il faut bien dire qu'on ne sait pas grand-chose là-dessus, hein, quand même. C'est pas facile d'amener quelqu'un. Enfin, vous imaginez. Le CEA nous a pas encore autorisé à faire ce genre d'expérience à Neurospeed. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon, donc il n'y a pas beaucoup de données. Il y a quand même quelques modèles. Et donc, ce qui a expliqué, ce sont ce que rapportent les personnes qui sont sur le point de mourir, qui en sortent. Celles qui n'en sortent pas ne rapportent pas grand-chose, mais celles qui en sortent rapportent, par exemple, avoir vu un tunnel avec de la lumière dans le fond, un tunnel qui bouge comme ça, typiquement. Bon, je progressais dans un tunnel. Alors, ça, c'est assez bien expliqué. Il y a des modèles mathématiques qui nous disent comment va s'auto-organiser l'activité cérébrale lorsqu'elle est soumise simplement à du bruit dans les aires visuelles. Alors, dans les aires visuelles, vous savez qu'il y a la fovea, qui a des informations de très haute résolution, et puis plus on s'écarte du centre du regard, chez l'homme en tout cas, plus on a des cellules qui répondent à des portions de plus en plus grandes de la rétine. Eh bien, si ce système est stimulé au hasard, ça va ressembler à un tunnel, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'informations de haute précision au milieu et des informations de plus en plus floues en périphérie. Donc si on simule du bruit qui circule dans un réseau de ce genre, on peut arriver à une sorte de forme de tunnel. Voilà. Alors, il y a eu une recherche qui a été publiée chez l'animal qui montrait que des animaux qui sont en anoxie, qui sont sur le point de mourir, ont effectivement avoir des décharges neuronales de dernière minute, comme ça, qui pourraient expliquer ce genre de phénomène. Bon, pour revenir à quelque chose de plus terre-à-terre, peut-être il y a des expériences dont je parle dans le livre que j'aime beaucoup, qui portent sur la sortie du corps. Peut-être que c'est un autre phénomène que vous avez en tête aussi. Moi, quand j'étais ado, je lisais beaucoup ce genre de littérature un peu marginale comme ça, où on voit, on pensait que c'est de la parapsychologie, les personnes sortent de leur corps. Et j'ai rencontré, d'ailleurs, une fois, je suis allé à un colloque où j'ai rencontré un chirurgien qui pensait qu'il fallait prendre ça très au sérieux, qu'il fallait cacher des dessins sur les armoires de la salle d'opération. Comme ça, si la personne décollait au plafond, elle pourrait voir les dessins sur les armoires et on pourrait tester de façon objective le fait qu'elle est sortie de son corps. Bon, à mon avis, c'est pas tout à fait la bonne expérience. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quelque part. C'est-à-dire, ce chirurgien prenait au sérieux ce que la personne disait. Bon. Il faut prendre au sérieux ce que les personnes disent, puisque c'est ça la subjectivité. Mais il faut le prendre juste assez au sérieux. C'est-à-dire, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi la personne dit ça. Elle a éprouvé une impression de sortie du corps, comme une illusion visuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est sortie vraiment de son corps. Ça veut juste dire qu'elle a éprouvé quelque chose de particulier. Ce qu'il faut expliquer, c'est ce qu'elle a éprouvé. C'est pas croire fidèlement tout ce qu'elle a dit. Alors, intervient donc un collègue merveilleux qui s'appelle Olaf Blanke, qui travaille à Lausanne, et qui a réussi à modéliser la sortie du corps, de sorte que chacun d'entre nous peut sortir de son corps, s'il va dans son labo. Vous pouvez d'ailleurs éprouver en partie cette illusion si vous allez à l'expo de la Cité des Sciences. J'en profite pour faire un peu de publicité, puisqu'on a aidé à mettre en place une exposition sur le cerveau à la Cité des Sciences, à la Villette, et là, vous ferez l'illusion de la sortie de votre bras. Pas de tout le corps, mais de votre bras. Vous avez une main en caoutchouc qui est là, et si on cache votre propre main, vous voyez la main en caoutchouc, et on stimule simultanément votre main, donc qui reçoit des entrées tactiles, et vous voyez en même temps une épingle qui appuie sur la main en caoutchouc, au bout de quelques minutes, votre corps a l'air de passer dans la main en caoutchouc. C'est une illusion très forte. Vous avez vraiment l'impression que la main en caoutchouc vous appartient, et par contre, vous oubliez votre main, et par exemple, la température de votre main va baisser. C'est assez intéressant. Mais donc, ce sont des illusions que crée notre cerveau, vous voyez. La fin de l'expérience est assez drôle. On amène un gros marteau et la personne, on menace la main en caoutchouc, la personne rétracte sa propre main, évidemment. Si on menace la vraie main, la personne ne réagit pas. Donc, ce sont des expériences quand même extrêmement instructives parce qu'elles nous montrent que ce que nous prenons, c'est toujours la même chose, ce que nous prenons pour argent comptant, comme l'échiquier de tout à l'heure, la présence de notre corps, les frontières de notre corps, c'est un calcul de notre cerveau. Ce calcul peut être réorienté. Si les entrées changent, eh bien, on peut se tromper, même sur les frontières de notre propre corps. Vous voyez. Donc, avoir le sentiment de sortie du corps, avoir le sentiment de passer dans un tunnel, tout ça, ça peut être des illusions explicables créées par notre cerveau.
Bonsoir. Il y a une question là-haut. Oui, pardon. Où êtes-vous? Là, d'accord. Oui. Merci beaucoup. J'ai passionné. Et j'aurais aimé avoir une précision par rapport à l'intuition et au traitement de l'information pendant le sommeil. Parce que vous avez dit à un moment que l'information subliminale, elle s'évanouit rapidement. Donc comment en même temps on peut traiter plein d'informations dans le sommeil qui ne sont pas forcément passées par la conscience? Ah oui, ça c'est intéressant. Dans le sommeil, il y a réactivation de réseaux qui ont été activés dans l'état de veille. Donc effectivement, ça peut sans doute se produire de façon complètement non consciente, mais c'est sans doute aussi à l'origine des états de rêve, donc la frontière entre les deux n'est pas encore bien claire. Mais ce qui a été observé, c'est que pendant le sommeil, des réseaux de neurones, en particulier dans l'hippocampe, qui est une structure qui intervient dans la mémoire, vont se réallumer, et c'est exactement les mêmes cellules qui étaient allumées dans l'état de veille qui vont se rallumer dans l'état de sommeil, dans le même ordre. Ça a été montré chez le rat qui parcourt un labyrinthe. Il y a ce qu'on appelle des cellules de lieu qui répondent, chaque neurone répond à un lieu différent du labyrinthe. C'était l'objet du prix Nobel d'ailleurs au mois de septembre, ces cellules de lieu, c'est une très grande découverte. Eh bien, ces neurones, donc, lorsque le rat se promène dans la journée dans son labyrinthe, vont s'activer dans un ordre bien particulier parce qu'il traverse le labyrinthe. Dans le sommeil, ces cellules vont se rallumer exactement dans le même ordre. Probablement parce qu'elles ont fait l'objet d'un apprentissage qui permet de réactiver cette séquence, et elles vont s'activer de façon beaucoup plus courte dans le temps. Au lieu de prendre 3 secondes pour parcourir le labyrinthe réel, ça va prendre 300 millisecondes ou 150 millisecondes pour parcourir cette trajectoire. Donc on comprend que c'est une sorte d'entraînement cérébral qui va se produire, qui va nous permettre de transférer la mémoire de l'hippocampe au cortex, par exemple, mais qui ne s'accompagne pas nécessairement d'états globaux de conscience. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais est-ce que ça vous convient comme réponse? Plus ou moins? On est loin de tout comprendre, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de mystérieux dans l'activité spontanée du cerveau. Les cellules du cerveau sont des cellules excitables. Elles peuvent tout à fait s'activer spontanément. Voilà. Et ce qui se passe dans l'état de conscience dans le rêve, par exemple, c'est que cette activation est suffisamment organisée pour créer un état global conscient. Mais elle peut aussi survenir localement et créer simplement une sorte de remémoration non consciente. Oui, bonsoir. On parle de plus en plus d'états de conscience modifiés dans lequel. Excusez-moi, où êtes-vous? Ah, voilà. D'états de conscience modifiés dans lequel on serait plongé lorsqu'on pratique la méditation. Est-ce que vous vous intéressez à ce type de travaux? La méditation. Personnellement, pas tellement. Je n'ai pas travaillé là-dessus du tout. Mais la méditation apparaît dans certains travaux scientifiques. C'est intéressant. C'est un état d'attention particulier, en fait, la pratique de la méditation. Et Mike Posner, chez qui j'ai fait mon postdoc, qui est un grand spécialiste de l'attention, a montré qu'il y avait beaucoup de réseaux qui étaient partagés entre la méditation et l'attention. Quand on apprend à méditer, apparemment, on entraîne une partie de son système attentionnel. Alors, en focalisant l'attention sur un point, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, on la distrait aussi des autres points, donc on peut peut-être perdre conscience d'autres aspects du monde extérieur. C'est une tentative d'explication de certains aspects de la méditation. Je ne sais pas si ça va jusqu'à expliquer tout ce qui se produit dans ce domaine. Je ne connais pas très bien ce domaine, très honnêtement. Stéphane, une question dans la salle qui se trouve en dessous, vous ne la verrez pas, donc je passe le micro. C'est The Ghost in the Machine. Hein. Oui, bonsoir. Effectivement, je suis dans votre inconscient visuel. Totalement. Deux questions. Une qui est juste une remarque. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un prix Nobel de l'économie qui n'a jamais suivi un cours d'économie. Il s'appelle Kahneman et il a écrit beaucoup de livres sur justement l'esprit rapide et l'esprit lent. Je me demande si c'est justement pas une manifestation d'études statistiques antérieures qui est parallèle à votre détection du moment où on passe de l'inconscient à l'embrasement conscient. Oui, c'est très proche. Rationnel. Donc vous pensez que c'est très proche et que c'était peut-être des études préliminaires? Le concept de Kahneman est extrêmement proche de ce qu'on décrit ici. Et en particulier, Kahneman a montré que les opérations lentes ont tendance aussi à être des opérations sérielles. C'est-à-dire que le cerveau passe par une série d'états en transférant l'information à travers une série d'étapes. Par exemple, le calcul. Vous voyez, si vous calculez 24 fois 17, vous êtes obligé, la plupart d'entre vous en tout cas, de passer par toute une série d'étapes contrôlées, conscientes de traitement de l'information. Ça, c'est le système 2 de Kahneman. Mais il y a aussi le système 1 qui vous permet de dire extrêmement rapidement que 24 fois 17, ça ne fait pas 10 900.
voyez, parce que c'est trop grand. Là, vous n'utilisez pas le système 2, vous utilisez le système 1, c'est ce qu'on appelle l'intuition, on en parlait tout à l'heure. Les quantités sont suffisamment différentes pour vous permettre de répondre sur la base d'une évaluation rapide et dont on a pu montrer qu'elle se produit de façon non consciente. Donc oui, les systèmes 1 et système 2 de Kahneman, c'est un bon livre, hein, le livre de Kahneman, ça se recouvre assez largement avec opérations non conscientes et opérations conscientes. D'accord. Alors justement, ce qui montre, c'est que ça provoque beaucoup d'erreurs en économie parce que les gens utilisent trop souvent le système 1 qui ne raisonne pas et qui fonctionne de façon bayésienne d'ailleurs, dit-il, mais aussi avec des erreurs bayésiennes foudroyantes, donc qui font que les gens font des prévisions absurdes. Enfin bon, ça c'est quelque chose qu'on examinera plus tard sans doute avec les IRM. La deuxième question, c'était sur la méditation. Est-ce que vous arrivez à observer des états complètement zéro de l'esprit? C'est ma dernière question. Je ne crois pas que la méditation corresponde à un état zéro de l'esprit, pas du tout, non. Non, c'est un état de concentration en général. Hein. C'est un état dans lequel l'esprit essaye de ne pas se laisser distraire et concentrer. C'est justement pour ça que ça transfère à d'autres activités qui demandent de l'attention. Donc chez l'enfant en particulier, on peut penser que l'entraînement à certaines formes de méditation, sans qu'il y ait la moindre connotation religieuse, hein, il s'agit vraiment d'un entraînement mental, mais peut avoir des effets similaires à celui de l'apprentissage de la musique ou de l'apprentissage de jeux vidéo. Le jeu vidéo est parfois sous-estimé dans ses capacités d'apprentissage, mais toutes ces activités entraînent un certain réseau de focalisation de la conscience. Merci beaucoup. Merci. On va prendre trois dernières questions, une là, sur une ici et une là. Sur l'intuition dont vous avez parlé tout à l'heure, bon, dans le livre, effectivement, vous rappelez la situation de Poincaré qui est l'illumination montant dans un tramway sur les fonctions fuchsiennes. Bon, mais est-ce que l'on dispose d'un tableau de la fiabilité de ces informations, de ces convictions qui proviennent de l'intuition ? Évidemment, on ne peut pas en laboratoire reproduire à l'infini l'expérience de la découverte des fonctions fuchsiennes. Hein. Donc, à nouveau, on réduit tout cela à des situations extrêmement simples. Et vous avez raison, enfin, le calcul non conscient n'est pas un calcul strictement logique, c'est un calcul plutôt probabiliste, qui considère l'ensemble des probabilités possibles. Donc, il est probable qu'il n'arrive pas à une conclusion parfaite et qu'il y a un certain nombre d'erreurs du non conscient. C'est difficile de ramener ces situations-là en laboratoire. Ce qui a été fait, je vous mentionnais l'expérience sur le sommeil, par exemple, qui a été faite, c'est beaucoup plus simple. On apprend aux gens une transformation de chiffres, transformation qui a l'air complexe, et au bout d'un certain temps, les gens se rendent compte qu'il y a une régularité cachée, et ils la découvrent. Voilà. Mais ils doivent probablement la vérifier dans un certain nombre d'essais avant de conclure qu'elle est toujours présente. Donc Poincaré, elle l'a très bien dit, hein, l'intuition ne suffit pas et encore faut-il le processus de vérification lente derrière pour suivre tout le raisonnement. Et est-ce que dans votre carrière, vous avez eu des moments où vous avez fonctionné comme ça ? Oui, mais des petits moments. J'ai jamais découvert les fonctions fuchsiennes, ça c'est mon grand désespoir. Non, je pense que tous les scientifiques ont des moments comme ça, mais c'est bon, vous voyez, des petites découvertes. Je sais comment analyser, je sais quelle est la prochaine manip. Voilà. Mais voilà, c'est à petite échelle. S'il vous plaît. Oui, alors moi d'abord, je voulais vous remercier, c'était super. Merci. J'ai beaucoup aimé votre scène sur le Cluedo. Je m'empresserai d'aller voir le gorille. Vous la trouverez sur YouTube. Oui, voilà. Mais j'ai une question qui est sur le coma. L'état végétatif. J'ai vu que vous faisiez des tests. Est-ce que ça veut dire qu'on peut parler aux gens? Est-ce que c'est sur une durée? Est-ce qu'il faut être très très court dans la conversation qu'on peut avoir? Est-ce qu'on il y a des signes qui alertent le moment où on peut le faire? Voilà. Ouais, ce sont des questions magnifiques, merci beaucoup. Ça me permet de clarifier aussi les choses, parce que vraiment dans le papier de Science que je vous ai présenté, c'était ambigu. Il s'agit d'un article qui porte sur une patiente. C'est très rare d'ailleurs que Science accepte de publier un cas unique comme ça. Évidemment, c'était très spectaculaire. Mais pour trouver cette patiente, ils avaient testé 60 autres personnes. Et ces 60 autres personnes ne présentaient pas ces réponses. Donc il faut bien comprendre que l'état végétatif est sans doute un état mixte, et on parle bien d'état végétatif et pas de coma. Il n'y a pas de raison de penser que dans le coma, il y ait des états aussi élaborés
chez personne. Donc, essayons de ne pas confondre tous ces états, et alors surtout pas l'état de mort cérébrale. Aucune de ces recherches ne remet en question la notion de mort cérébrale, c'est-à-dire l'idée d'un EEG plat pendant quelques heures, qui correspond à un état où le cerveau se dégrade à toute vitesse et ne peut plus avoir le moindre état de calcul quelconque. Donc, il faut vraiment garder en tête ces différents états. Ce qu'il faut retenir de cet exposé, c'est qu'une petite fraction de personnes qui sont dans un état végétatif, probablement de l'ordre de 10 à 20%, pourraient avoir des états de conscience. Votre question, c'est aussi, est-ce qu'ils ont tout le temps ça? Probablement pas. L'état végétatif pourrait tout à fait être un état fluctuant. Et il faut donc arriver à avoir des mesures continues de la conscience. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'EEG, un espèce de dispositif qui serait au chevet du patient et qui indiquerait sous forme de courbe à quel moment peut-être le patient a des épisodes de conscience. Parce qu'il est tout à fait clair qu'il s'endort également ou qu'il est inattentif. Donc ce sont des questions de recherche, mais ne concluons pas donc que tous les patients comateux ou végétatifs sont conscients, ce n'est pas du tout le cas. Certains entendent peut-être, on ne sait pas parfaitement faire la différence, mais on commence à savoir la faire quand même. Hein. Ça commence à progresser de façon considérable, avec beaucoup d'indices convergents. La morale aussi de ce travail sur la conscience, c'est que détecter des signatures de la conscience, ça n'est pas si difficile. On pensait que c'était quelque chose d'extrêmement subtil et délicat, mais je vous ai parlé d'une transition non linéaire globale dans le cerveau. Ça veut dire que beaucoup de régions changent d'activité simultanément. C'est un changement d'état très important. Donc, ce n'est pas si difficile que ça à détecter. Et moi, je suis très optimiste sur notre capacité à avoir une détection bien meilleure dans les années à venir. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut parler à ces personnes? Dans le doute, évidemment, bien sûr qu'on peut leur parler, et c'est sans doute c'est ce qu'on fait en clinique. Chacun des centaines de patients qui ont été testés par Lionel Nakache a reçu des instructions verbales détaillées, exactement dans l'hypothèse où il comprend. Même si on ne le sait pas. Je pense que c'est tout à fait l'attitude qu'il faut avoir, d'essayer, de stimuler, et de penser aussi que même si le traitement est non conscient, la stimulation ne peut qu'aider à s'approcher de ce seuil de conscience. Et puis, il est tout à fait possible que certains patients qui ne sont pas conscients aient quand même encore un traitement sémantique de l'information, puisque je vous ai dit que les réseaux du langage pouvaient travailler de manière non consciente. Donc, on peut penser qu'il y a un certain accès à une partie de l'information sans nécessairement que ça indique que ce traitement soit conscient. C'est là toute la complexité, hein, d'où d'énormes problèmes avec certaines familles de patients. On a le cas récent de Vincent Lambert. Très très difficile de savoir si lorsqu'un patient présente des réactions même de rire ou de mouvement, si ça n'est pas simplement des activités réflexes non conscientes de son cerveau. La recherche en est là et je me garderai de quelques conclusions hâtives que ce soit. Chaque cas est particulier et seuls certains de ces cas ont clairement des signes de conscience manifestes. Chez beaucoup, ça reste encore très ambigu. Alors on va prendre... Il y a encore beaucoup de questions, j'ai l'impression, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête pour laisser quand même Stanislas se reposer. J'avais une question ici, je pense. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais voulu revenir sur l'expérience où on montrait l'activité cérébrale en fonction du mot, si le mot est affiché ou s'il était invisible. Tout d'abord, une précision au niveau expérimental. Est-ce que ça voulait dire que vous disiez aux patients d'imaginer ce mot-là? Est-ce que vous leur parliez de ce mot? Et ensuite, quelle pourrait être la cause de cette activité cérébrale? Alors que finalement, il n'y avait aucun mot qui était affiché, donc il n'y a aucune raison d'avoir une aire visuelle qui s'active. Est-ce que ce serait un problème de diffusion du cortex préfrontal, comme vous en aviez parlé? Ce n'est pas tout à fait ça l'expérience. Dans l'expérience, il y a effectivement un mot qui apparaît sur l'écran, tout le temps. À chaque essai, il y a un mot qui apparaît sur l'écran. Simplement, il est précédé d'un distracteur. Je crois que c'était, si je me souviens bien, une autre chaîne de caractères qui apparaissait quelques dixièmes de seconde auparavant. Et on demandait au sujet de faire une tâche difficile sur cette chaîne de caractères, de s'en souvenir. Alors, le fait d'être distrait, comme je vous l'ai montré, même de façon très temporaire, juste une toute petite décision comme ça, suffisait à faire que le mot qui était toujours présent était la moitié du temps perçu et l'autre moitié du temps non perçu par le sujet, qu'il rapportait à la fin de l'expérience. Et on avait des moyens de montrer que c'était vraiment quelque chose de rigoureux, c'est-à-dire que la personne vraiment n'avait pas vu le mot, ne parvenait pas à le choisir, par exemple, parmi plusieurs. À partir de là, voilà, c'est donc le stimulus est constant, le cerveau a basculé dans l'état conscient ou dans l'état non conscient, c'est ça que je vous ai montré. Maintenant, votre question est quand même excellente, c'est quelle est la cause? Pourquoi est-ce que le cerveau bascule dans un état ou dans l'autre?
Alors d'abord, il y a de l'activité stochastique dans le cerveau, donc probablement le même stimulus, même s'il est identique sur la rétine, n'est pas codé de façon neuronale, de façon digitalement identique. Vous voyez, il y a du bruit, il y a des décharges neuronales qui ne sont pas strictement mécaniques et reproductibles. Mais ensuite, on sait aussi que l'état avant même de recevoir le stimulus permet de prédire si on va être conscient ou pas, en partie. Et là, on avait pu montrer en particulier que si le cerveau est plus engagé dans la première tâche, alors il a moins de chances de percevoir le mot. Donc il y a une sorte de système de bascule. Si je suis très engagé dans une première tâche, je ne peux pas en même temps être engagé dans la deuxième. Donc souvent, on a des précurseurs de la conscience ou de la non-conscience. Là aussi, c'est intéressant. On va prédire que quelqu'un va être incapable de percevoir quelque chose. Une dernière question ici, là. Oui, oui. Je voulais vous remercier, c'est très intéressant. Juste une petite question par rapport au sommeil. Dans le sommeil, on est conscient de la douleur, on réagit. Lors d'une anesthésie, on ne réagit pas à la douleur, donc on pourrait penser que c'est assez proche du coma, entre guillemets. Et je voulais savoir s'il y avait, lorsqu'il y a une petite lésion qui peut se produire, est-ce que automatiquement vous avez pu constater que le fait d'être conscient de la lésion permet de recouvrir l'activité comme précédemment? Je ne sais pas si on est conscient d'une lésion. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire, parce que précisément, le cerveau est dépourvu de récepteurs à la douleur. Hein. Donc, dans le cas de l'anesthésie. Non, mais le cerveau conscient, lorsque vous intervenez, beaucoup de ces interventions chirurgicales sur le cerveau, par exemple pour enlever une tumeur, sont pratiquées chez des personnes qui sont en fait éveillées. Évidemment, elles sont anesthésiées pendant qu'on les trépane, etc. Mais ensuite, on les réveille, c'est très spectaculaire, on les réveille et on leur fait par exemple nommer des images de manière à identifier les aires du langage et à bien sûr éviter que l'intervention ne touche aux aires du langage, par exemple, ou aux aires motrices. Ça veut dire que la personne peut être tout à fait éveillée et le cerveau ayant aucun récepteur sensoriel, on peut tout à fait enlever des morceaux de cerveau sans que la personne en soit consciente, si c'était ça votre question. Jusqu'à un certain point, je suppose. Voilà, ne faites pas ça à la maison, comme on dit. Bon, je pense que nous allons terminer notre soirée sur cette belle image de cerveau trépané. Voilà, je vous remercie d'être venus si nombreux. Merci. Un grand merci à Stanislas Dehaene. Hein. Vraiment, c'était passionnant d'un bout à l'autre. Et toutes les conférences, je vous le rappelle, peuvent être regardées sur notre site internet ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si des amis n'ont pas pu venir ce soir, à leur d'envoyer cette adresse. Voilà, à bientôt.